Donc on a affaire à une jeunesse de plus en plus consciente des enjeux et des défis à relever. Mais en face, il y a l'autre côté. Est-ce que vous pensez qu'il y a des signes de crainte, de peur et que demain les choses vont changer en leur défaveur? Si nos adversaires en face étaient un peu plus futés, ils comprendraient que l'époque a changé. Eux, ils n'ont pas changé, mais les Africains ont changé et sont en phase de changement. Et qu'il faut donc maintenant cesser de nous voir comme leur possession et nous regarder comme d'éventuels partenaires qu'on respecte. On demande le respect de nos personnes en tant qu'humains, le respect de nos intérêts. Vous venez chez nous prendre nos ressources. Vous avez besoin de nos ressources. C'est très bien. Nous aussi, on a besoin de nos ressources. Vous prenez nos ressources pour aller développer nos pays. Nous nous disons, nous voulons garder d'abord nos ressources pour nous développer puisqu'il y a un gap entre vous et nous. Mais pour eux, c'est quelque chose de... Je pense que c'est le mépris, le racisme, l'arrogance qui fait ça. Ils n'ont pas de problème à aller négocier des tarifs, de payer les mêmes marchandises qu'ils viennent prendre chez nous. Au Kazakhstan, par exemple, quand le Niger a fermé l'uranium, Orano, et a arrêté de les livrer, ils sont allés au Kazakhstan et là-bas, ils payent l'uranium au prix du marché. Il ne leur est pas venu à l'esprit de dire, OK, j'ai exploité le truc au Niger depuis 30-40 ans. J'ai volé, j'ai pillé, j'ai pris à moindre coût. Je comprends que c'est fini maintenant. C'est avec eux que je vais discuter et je vais leur acheter donc dorénavant l'uranium au prix du marché. Ils ne l'envisagent pas parce que pour eux, c'est leur uranium. Et tout leur modèle de prospérité, de croissance est basé sur deux choses. La gratuité de nos ressources et la non-mise en concurrence sur nos marchés. Dès lors qu'on introduit ne serait-ce qu'un peu de concurrence, tout s'écroule pour eux et ça devient compliqué. Les Anglais ont été un peu plus futés. À un moment donné, ils ont compris que leurs anciennes colonies ne pouvaient plus rester colonies ad vitam aeternam mais devaient devenir des marchés, des clients, des partenaires. Et donc, eux ont mieux géré cette transition. Les Français, pour eux, sont encore chez eux, chez nous. On a longtemps dit, et on continue de le dire, que l'impérialisme use de stratagèmes pour continuer à piller nos États, pour maintenir ces États-là dans la dépendance. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont revenir avec d'autres stratégies, d'autres moyens voilés, pour justement continuer leur basse besogne? En fait, c'est toujours le même mode opératoire qu'ils ont. Ils le déroulent et ils l'ont déroulé à chacune des étapes. Quand il y a eu la première revendication post-colonie où les gens se disaient il faut qu'on se libère et on veut retrouver notre dignité, les gens ont demandé l'indépendance à l'époque. On demandait l'indépendance. Ils nous ont donné une indépendance factice et surtout ils ont créé des indépendantistes qui étaient compatibles avec la pérennisation du système. Alors, il y avait les indépendantistes purs et durs. Ceux-là, on les a attaqués, éliminés, décimés. Et puis, il y avait des indépendantistes faits maison qu'on a mis là pour diluer un peu le concept de l'indépendance. Et c'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils l'ont répété 30 ans plus tard avec la démocratisation, la démocratie, après Mitterrand à la Baule. Alors, il y avait ceux qui, au bout de 30 ans, ont compris que l'indépendance était factice et qu'il fallait maintenant qu'on prenne notre liberté de nouveau. Et on a créé, là aussi, des pro-démocraties, mais compatibles avec le système france-africain. Donc, chaque fois, ils viennent et ils diluent nos messages en créant leurs marionnettes qui viennent un peu polluer le message et le combat. Et c'est ce qui est en train de se passer ici maintenant, 30 ans plus tard, avec le souverainisme. Il y a les panafricains. Les gens comme moi et comme certains de mes camarades ont dit, et même comme les dirigeants de l'AES, on nous décrit comme des extrémistes, des radicaux. Et puis on crée des panafricains modérés, courtois, avec qui on peut discuter. Mais c'est la courtoisie qui nous a amenés jusqu'ici. Aujourd'hui, je pense que le fait de leur parler d'égal à égal, ça les déstabilise, mais leur méthodologie est toujours la même. Le disque est rayé. Oui, le disque est rayé et puis ils infiltrent. Et ils ont aussi une arme qu'ils utilisent toujours qui est très dangereuse, c'est de monter les communautés les unes contre les autres, diviser pour régner.
parce qu'ils savent très bien que notre unité, c'est notre force et on sera imbattable. Donc ils utilisent la protection des minorités, un concept farfelu qui leur permet d'imposer des sanctions, de menacer, etc. J'espère que je travaille à ce que ceux qui adhèrent à cette façon de procéder des Occidentaux soient mis en minorité, qu'il y en ait de moins en moins. J'espère, et je profite d'ailleurs d'être ici et de discuter avec vous pour dire aux gens, vous n'êtes pas obligés de soutenir à 100% ce que le président Traoré, le président Tiani, le président Goïta font. Mais de grâce, n'allez pas vous mettre au service de ceux qui sont en train de les combattre. Si vous n'êtes pas d'accord, restez dans votre coin, exprimez-le, mais n'allez pas faire le jeu de l'ennemi, parce que c'est nous tous qui allons perdre, c'est vos enfants qui vont perdre. Eux, ils prospèrent et nous, on reste ancrés dans la pauvreté, dans la misère, dans l'aide publique. Avec toutes les ressources qu'on a, on n'a pas besoin d'aide. On a besoin d'intelligence, de patriotisme, de rigueur, et on rattrapera le retard très très rapidement.